Pierre-François Laterre, bonsoir. Bonsoir. Donc je rappelle que vous êtes chef de service des soins intensifs aux cliniques universitaires Saint-Luc. Oui. Confinement, déconfinement, ce qui est quand même curieux, c'est qu'on n'a pas revu d'augmentation des courbes après le premier déconfinement partiel le 8 mai, ni après la rouverture de l'Oreca le 8 juin. Ça n'a eu aucun effet sur les courbes. Non. Et donc là, de nouveau, je pense qu'on n'a pas été assez loin dans le débat. Pourquoi est-ce qu'en mai, juin, juillet, jusqu'au début août, on est tranquille? Alors, on dit oui, mais c'est les vacances. Tout le monde est parti en vacances, tout le monde s'est mal comporté, regardez. Et puis il y a surtout eu une condition climatique qui a favorisé très probablement pour une bonne part la transmission facilitée, les conditions météo, le fait de vivre en milieu plus fermé. Et à ce moment-là, on est parti en boucle. Ce qui du coup expliquerait un peu que ces différents pays limitrophes avec des mesures différentes ont eu effectivement la même montée presque au même moment. Complètement. Si vous regardez fin octobre, début novembre, vous prenez les courbes de contamination de France, de Hollande, d'Allemagne, de Suisse, dont on avait dit qu'ils faisaient bien, du Danemark, d'Angleterre, tout le monde voit sa courbe monter à ce moment-là. Et tout le monde voit un pic atteint fin octobre, début novembre et redescendre. Et puis d'un état à l'autre, il y a une variabilité avec plus ou moins stagnation et de déclin, ou même des remontées par endroits. Exemple, l'Angleterre ici maintenant, sur les 3 dernières semaines. Et chacun avait des mesures différentes, plus ou moins restrictives. Donc c'est comme si, en tout cas, certaines mesures n'ont pas fonctionné. Alors là, c'est là qu'on a incriminé le manque de discipline, le laisser-aller, la fatigue, l'abandon. Alors, il y a certainement pas que ça. Pour l'Italie et l'Espagne, ils sont indisciplinés. Ce qu'on avait déjà entendu, mais force est de constater que l'Allemagne, la Suisse, le Danemark, qui sont vécus comme plus disciplinés, ont visiblement pas mieux fait que du contraire pendant cette période-là. Donc il y a des choses qui se sont passées dans la transmission qui ne sont pas en lien direct avec du non-respect ou des mesures qui marchent mieux que d'autres, puisqu'ils n'étaient pas les mêmes. Très rapidement, on a annoncé que ce qui nous permettrait de sortir de la crise, c'est les vaccins. Point barre. On a dit, voilà, c'est pas l'alternative, c'est la sortie passera par le vaccin. Et quand on aura vacciné presque tout le monde, on pourra y aller. Mais c'est une question auquel on n'a pas encore répondu, puisque justement, on ne sait pas si on ne transmet pas encore. Et pendant ce temps-là, on paralyse toute la société, ou quasiment, en disant, voilà, tant qu'on n'a pas le vaccin, on ne peut pas bouger. Et si tu bouges, tu ne fais pas bien, boum, et t'es condamné. Ça va pas. Ça va pas. C'est pas comme ça qu'on responsabilise les gens. Moi, je veux dire, j'ai un père de 87 ans, j'ai pas fait la fête avec lui. Ayant des enfants dont certains sont en très bas âge, sachant qu'il y a un risque de transmission, même s'il était prêt, en termes de liberté thérapeutique personnelle, à dire « Moi, je reste pas enfermé pendant 6 mois à ne rien faire. » Mais non, on a sanctionné, on n'a pas éduqué. Et donc, si vous faites juste de la répression, vous n'atteignez pas une adhésion. Et s'il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de respect d'un certain nombre de mesures qui, elles, peuvent avoir du sens et d'autres qui n'ont pas de sens. Donc, en gros, on va rejeter toutes les mesures en bloc pour un certain nombre qui sont effectivement discutables. Et on continue à le faire. On a accusé tous les jeunes d'être responsables de tous les maux du monde. On a culpabilisé les étudiants. On a dit, vous faites des fêtes, regardez, il y a des foyers, des clusters. C'est évident qu'il y avait un certain nombre de foyers qui sont apparus, mais il n'y a pas que là, il n'y a pas que chez les jeunes. Dans les maisons de retraite, à certains autres endroits, dans certains milieux professionnels, il y a aussi des clusters. Mais on a mis toute la responsabilité sur les jeunes, on les a accusés tous de faire la fête et d'être responsables d'eux. Si on avait dit les jeunes font la fête, ils risquent de se contaminer, n'allez pas voir vos parents plus âgés ou vos grands-parents, on aurait eu à avoir un effet tout aussi bénéfique probablement. Et ça, on n'a pas fait. On a condamné. On a dit, vous partez à l'étranger, vous allez en voyage, vous allez revenir avec du virus. Et vous partez d'une zone rouge dans une zone rouge, grosso modo, si vous aviez plutôt fait du testing et continuer à faire du testing et dire, voilà, vous vous isolez, plutôt que de dire les voyages sont interdits, on a plus d'adhésion, je pense. Si dans le milieu dans lequel vous allez, vous respectez des mesures, vous expliquez pourquoi, vous avez plus d'adhésion, vous diminuez les contaminations. Toute chose qu'on ne fait pas suffisamment. Oui, on fait assez d'éducation. On fait plus de répression que d'éducation. Et donc on perd l'adhésion du public, surtout quand ça dure dans le temps et qu'on voit les dégâts collatéraux.
quand on voit l'épuisement dans lequel sont psychologiquement les étudiants qui ont déjà eu toute une année amputée en 2020 et on continue maintenant, qu'on leur empêche de former leur réseau social à un âge où ils font leurs rencontres, leurs amis, leurs premiers copains ou copines, et on leur donne pas de perspective, puisqu'il n'y a pas d'échéance de temps. On ne dit pas ça va s'arrêter tel mois, parce qu'on sera prêt et on va faire d'autres mesures. Non, c'est le vaccin, et quand on aura vacciné tout le monde, on verra. C'est même pas sûr qu'il ne faille pas encore continuer à porter le masque et continuer à ne pas isoler. Donc, on enlève toute perspective aux gens. Pour sauver qui? Parce que c'est aussi ça qu'on n'a pas encore suffisamment démontré. Combien de gens ou d'infections a-t-on prévenu par ces mesures? Tous les modèles sont faux. Tous les modèles n'ont pas fonctionné du tout. Preuve en est quand on voit comment c'est reparti en octobre et en novembre. Donc, on a continué à rester dans un mode restrictif, réprimant, punissant, au lieu de dire, voilà, ben là, on a démontré que dans tel endroit, on a démontré qu'il y avait plus de contamination, telle attitude et tel comportement est associé à plus de contamination. On a sous-exploité les chiffres. Il y a quantité de chiffres et des banques de données qui ne sont pas exploités correctement. Il y a même une difficulté à avoir accès à ces banques de données. Même en Belgique? Ah oui, pour un bon nombre de scientifiques, il est actuellement très difficile d'obtenir toutes les données en détail de Sensano. Alors on dit on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens pour... et donc il y a quantité de chercheurs qui voudraient avoir accès facilement à toutes ces données pour améliorer les modèles, pour mieux démontrer le chemin des contaminations, pour aider dans les mesures qui font sens, et l'accès est très difficile. Et donc automatiquement, je crois que ça n'aide pas non plus à progresser et dans la connaissance et dans l'établissement de mesures qui sont définitivement documentées ou prouvées. Vous pensez qu'il est politiquement possible pour les dirigeants de revenir en arrière? Ce serait quelque part admettre que on n'a pas pris des bonnes mesures? Alors, je pense que depuis le changement gouvernemental, on voit mal oser revenir en arrière, sinon c'est un désaveu. C'est de dire on a été à l'extrême. On a bien entendu les discussions sur l'ORECA, il fallait un choc psychologique. Déjà ça, c'est une forme de désaveu. Alors on ne peut pas ouvrir la porte maintenant plus. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens pour renforcer le terrain et effectivement diminuer, donc en prophylaxie, des traitements en prophylaxie Alors, de nouveau, de par l'épidémie et l'urgence, beaucoup d'études avec des traitements en amont, donc donnés beaucoup plus précocement ou en prophylaxie, n'ont pas été réalisés. Donc on se retrouve avec beaucoup de traitements qu'on va dire ou préventifs ou qui pourraient atténuer la réplication virale. On ne va pas réouvrir le débat de la chloroquine, mais peut-être que la chloroquine donnée beaucoup plus tôt ou de manière préventive va peut-être diminuer le risque de multiplication virale et donc de dissémination. Donc toutes ces études n'ont pas pu être menées. Mais moi je parle également même plus d'alimentation, de style de vie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau non plus. De nouveau, on sait très bien qu'il y a un déficit en vitamine D dans la population belge. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Et dans la population âgée, encore plus. Et donc on sait qu'un déficit vitaminique D est associé à un risque infectieux beaucoup plus grand. Alors c'est vrai qu'on peut avoir toute une politique de prévention, mais donc ça reprend aussi toute l'alimentation. On sait que les obèses ont fait plus de complications. Donc il faudrait dire, mangez mieux, grossissez moins. Donc tout ça nous remet dans le domaine de la santé publique en général, hors épidémie. Peut-être donc remettre la santé, repenser la santé d'une manière plus large en fait. Absolument. Qui n'est pas que le traitement hospitalier. Absolument. Ici, dans un phénomène de panique et d'urgence, on a fermé les yeux, entre guillemets, ou on a mis de côté plutôt toute une série de choses dans la prévention. On a oublié toute une série de pathologies et on est resté Covid. Et puis surtout, on a considéré que la vie était éternelle. Tout à coup, on se rend compte qu'on peut mourir, parce que tout à coup, il y a massivement des gens qu'on connaît, qui sont infectés, qui éventuellement vont décéder. Et les dernières années, on avait l'impression que mourir était quelque chose d'absolument inacceptable, alors qu'il faut bien admettre qu'on a une espérance de vie, que même la moyenne d'âge des gens qui vont décéder de la Covid est déjà au niveau de leur espérance de vie. Donc tout ça, on oublie. Ça devient tout à coup inacceptable. Alors qu'il faut aussi accepter que la vie s'arrête à un moment. Alors c'est plus difficile d'accepter que des gens de 50 ans, 60 ans meurent d'une affection qu'on peut prévenir, ça on est bien d'accord. Mais quand on regarde
l'essentiel des décès, c'est dans une tranche d'âge où on sait qu'on peut mourir de la grippe l'année suivante, on peut mourir d'un certain nombre d'affections cardiovasculaires ou respiratoires l'année suivante, et ça, on l'oublie. Et donc, cette survie biologique prend le pas sur toute la survie mentale, sur la qualité de vie, sur les activités. Les sujets âgés ont payé 2 fois le prix, parce que non seulement beaucoup sont morts de la Covid, mais en plus ont été isolés de leurs contacts sociaux et vont passer leur dernière année de vie sans plus aucun contact social, sans plus aucune qualité de vie. Tout ça on l'oublie. Merci beaucoup, Monsieur Laterre. Merci à vous pour l'invitation.